Euh, Permettez-moi d'abord, avant de rentrer dans ma présentation, de dire que il s'agit d'une lecture personnelle, sincère, je pense, de notre histoire des années que j'appellerais difficiles, pour essayer de comprendre comment faire le lien entre cet essor et ces années je dirais, de paix, plus ou moins, malgré les empires, malgré les invasions, et tout d'un coup, à la suite du démembrement de l'Empire ottoman, le délitement de ce pays, dont on a vu qu'il a un nom qui date depuis des milliers d'années. Et pourquoi aujourd'hui on en est à avoir une difficulté de lecture euh, de ce qui est aujourd'hui le Liban. Et je crois que c'est l'effort qu'on essaie de faire ici. Hicham a très bien expliqué, je dirais, les peurs identitaires qui sont liées à l'identification culturelle religieuse actuelle du Liban, mais qui est aussi le résultat d'une histoire longue de présence chrétienne, musulmane. Mais aussi, il faut dire, on parle de 17 communautés religieuses au Liban. Il y a aussi, il y avait une communauté qui est la juive, euh, qui a été, qui a vu difficile de pouvoir exister dans le cadre d'un mouvement qui était à l'époque en train de nous je dirais, pousser vers la guerre civile, qui n'existe plus presque. Donc voilà, il faut faire un lien entre ce qui était et ce qu'on est aujourd'hui, et essayer de trouver par la transition d'être une proposition, une voie qui soit pratique, mais en même temps qui ne nie pas la réalité, mais qui ne nie pas non plus l'existence d'un peuple que fut et qui est toujours le peuple libanais. Donc, je commencerai par un résumé rapide. Encore une fois, il s'agit de ma lecture. Je considère que l'aspiration libanaise à l'émancipation a pris plusieurs formes. Les années qui marquent sont les suivantes. 1920, la naissance du Grand Liban, malgré l'arabisme qui envenime la concorde, et j'expliquerai rapidement pourquoi. 1926, une première tentative de constitution à la suite de la naissance du Grand Liban. 1943, on arrive à l'indépendance qui est en fait qui nous enchaîne déjà dans un système étatiste, mais aussi, je dirais, très centralisé et pas du tout représentatif de la pluralité au Liban. Et donc, il s'agit d'un problème de représentativité, donc de démocratie, qui explique peut-être la suite qui va arriver. Entre 1943 et 1989, nous assistons à un État qui devient de plus en plus fragilisé et qui finit par abandonner sa périphérie, le nord, le sud. Bien sûr, entre-temps, il y a eu les accords du Caire en 1969 qui ont permis je dirais, de plonger dans cette lutte pour dont les Palestiniens étaient un des principaux protagonistes, et le ralliement de plusieurs communautés autour de cette problématique. En 1989, nous avons, suite à une guerre civile qui était sanglante, nous arrivons aux accords de Taïf, et qui finalement ont été présentés comme des accords de paix civile. Et on voit, force est de constater que ce qui s'est passé depuis Taïf jusqu'à aujourd'hui, c'est un délitement institutionnel qui a été facilité et qui a permis de rendre cet État central aujourd'hui, centralisé, captif
du clientélisme, de la corruption, etc. Et donc voilà, nous sommes là en 2023 à essayer de trouver, à avoir une lecture qui soit honnête, réelle, mais pratique pour essayer de trouver une solution. Et je pense qu'une solution ne peut être, si on veut la véhiculer, parce qu'il va falloir la véhiculer et demander une assistance, je pense, internationale pour pouvoir arriver à une proposition. Il va falloir que ça soit basé sur des valeurs universelles, parce que je pense qu'il serait erroné de présenter les choses autrement que en décrivant ce pays comme un pays qui s'acharne depuis des centaines d'années à retrouver une certaine liberté au niveau de l'individu et retrouver une certaine dignité humaine également. Je commence par une petite citation romantique, je dirais, de Charles Corm, qui est, je pense, très révélatrice de ce qu'on aurait voulu que le Liban devienne, quand il écrit « À quoi serviraient toutes les cultures et n'importe quel humanisme s'il ne devait pas aboutir à élever la dignité de l'homme en tant que personne, à développer sa qualité en tant que membre de la communauté ?» Donc, reconnaître l'existence de communautés, reconnaître l'importance des valeurs universelles, je pense que ça aurait pu être si on avait peut-être pratiqué cette réflexion à la naissance du Grand Liban, qui a été difficile à cause de plusieurs raisons. On aurait peut-être pu éviter le pire. En fait, depuis le XIXe siècle, nous sommes en présence d'une réalité assez complexe, et je cite un exemple, celui de Boutros el-Boustani, qui était un lettré maronite, converti au protestantisme, qui prêche dès 1860, après les massacres, il prêche l'amour de la patrie qu'il reconnaît être, je cite, ottomane, arabe et syrienne. Donc c'est dire combien c'est compliqué, un peu tout ça. Et puis, il faut aussi, on ne peut pas parler de la naissance du Grand Liban sans dire que le nationalisme arabe a un peu compliqué les choses. C'est un mouvement que je considère ethniciste parce qu'il essaie de promouvoir une ethnie ou une culture qui est un peu pan-arabe, au service de l'Empire britannique, parce que finalement c'était Laurence d'Arabie qui était leur chantre. Et bien sûr, Beyrouth, c'était un poste d'avant-garde, parce que c'était Beyrouth qui produisait la maison d'édition de ce programme. Et je cite Hannah Arendt qui disait dans son œuvre majeure, L'origine du totalitarisme, elle dit, lorsqu'à la fin de la guerre, Laurence dut abandonner les faux semblants d'agents secrets et retrouver d'une manière ou d'une autre son moi anglais, il regarda l'Occident et ses conventions avec de nouveaux yeux, et il dit, je cite, « Ils ont tout détruit pour moi, écrit-il, et je ne croyais finalement pas au mouvement arabe, mais les jugeais nécessaires à ce moment et en ce lieu. » Et je trouve que cette phrase est assez flagrante. Finalement, le Grand Liban est né d'un compromis unioniste, libaniste, soutenu par le général Gouraud, contre l'avis de Kex et avalisé par le président Milran. Donc c'était vraiment une sorte de compromis franco-français pour apaiser les intérêts locaux et dans un but, j'imagine, d'apaiser une situation qui était difficile à l'époque, mais sans nécessairement consulter les populations. Donc, et là je cite encore Robert de Kex qui dit il est très douteux qu'une grosse ville comme Beyrouth, qui aura sans doute avant de longues années moitié autant d'habitants que le Liban tout entier, soit une capitale désirable pour la montagne. Donc là, on voit qu'il y avait à l'époque, pour revenir un peu à la géographie, l'idée de la montagne opposée au littoral.
Le caractère de celle-ci pourrait en être altéré, bien sûr, c'était la montagne chrétienne, surtout, et druze. Il est douteux aussi que la majorité de la population de Beyrouth, voire celle du Liban, désire cette annexion. Ça, c'est une citation pour expliquer un peu la réflexion à l'époque du pouvoir mandataire. Donc, nous sommes en face d'une mosaïque, malgré une identité millénaire, comme on l'a vu, de divergences liées aux replis communautaires qui apparaissent au début du XXe siècle. Et j'ai voulu ici juxtaposer un petit peu les oppositions, les identifications plurielles qui apparaissent. Et souvent, c'était finalement, comme on l'a vu en Suisse, des problématiques liées à l'urbanisme, l'opposition de la montagne contre les citadins, bien sûr la religion, des projets transnationaux s'apparentent au syrianisme ou à l'arabisme, et puis ensuite une volonté d'opposer ceux qui voulaient l'union avec la Syrie, une fois indépendante, et ceux qui voulaient surtout réaliser le rêve d'un Liban comme il était auparavant. Et puis bien sûr, il y a la langue aussi également. Et bien que le français soit de moins en moins, je dirais, parlé couramment, parce qu'il y a une anglicisation depuis plusieurs années. Juste une image, je dirais, pour nous rappeler cette constitution de 1926, et je trouve cette page très, très intéressante parce qu'elle est bien sûr manuscrite avec des ratures, des changements, mais on voit que Chiha, à l'époque, essayait d'imaginer un modèle élevé pour la société libanaise sur des valeurs universelles. J'ai voulu relever quelques points importants de cette constitution qui sont pour moi essentiels. La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au très haut, l'État respecte toutes les confessions et en garantit et protège le libre exercice, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'ordre public. Deuxièmement, tous les citoyens libanais sont également admissibles à tous les emplois publics, sans autre motif de préférence que leur mérite et leur compétence et suivant les conditions fixées par la loi. Troisièmement, les fonctionnaires sont choisis par leurs compétences et leur mérite personnel en tenant compte, dans la mesure du possible, des usages, sans cependant que cela puisse nuire au bien de l'État. Donc on sent ce tiraillement chez Michel Chiha à l'époque, de vouloir respecter les difficultés ou les différences, je dirais, culturelles, ou de tenir compte de l'importance de certains usages de la société, et dans un modèle assez qui était encore à élaborer, à insuffler ces valeurs qui sont d'ordre universaliste. Eh bien, nous arrivons bien sûr au talon d'Achille de cette Constitution, l'article 95, qui est le talon d'Achille de l'édifice, selon moi. Le mot nation lui-même n'existait pas. Il est remplacé par communauté. Et il commence par, à titre transitoire et conformément aux dispositions de l'article 1er de la Charte du mandat et dans une intention de justice et de concorde, les communautés seront équitablement représentées dans les emplois publics. Et voilà, donc tout ce qu'il avait fait au début dans les articles que j'ai cités auparavant, tous ces principes sont abandonnés désormais qu'on commence à dire il va falloir qu'on voit un peu comment ça va marcher. Et voilà, donc il y a une raison, il y a une explication, il y a plein d'explications, mais cet article-là, c'est ce qu'on appelle en anglais poison pill, ça a miné la Constitution, mais en fait, c'est tout simplement que la rigidité de la construction
étatiste voulu par la force mandataire était impossible, rendait impossible de tenir compte de ces différences, et au lieu de remédier par un système fédéral ou autre, mais en tout cas où la liberté était au centre de cette Constitution, finalement, on introduit cet article. J'imagine que ça a été introduit. Il était tiraillé sans doute quand il a dû le rajouter. Et bon, on en est là aujourd'hui. Et puis ensuite, il y avait un Sénat, et il parle de la répartition des sièges sénatoriaux entre les communautés se fera conformément aux dispositions de l'article 22 et 95, etc. Donc là, j'ai présenté, je dirais, comment on est arrivé à naître comme un grand État, finalement dans une structure assez rigide, une constitution qui se voulait ambitieuse, mais finalement minée par un seul article. Et je vais aller très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut dire qu'entre-temps, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, ça veut dire le nazisme, ça veut dire l'antisémitisme, et puis le début, par la création de l'État d'Israël, d'une lutte pour la Palestine, dans laquelle le Liban s'est complètement divisé, et puis où les choses, où il y avait une montée au lendemain de l'arabisme qui était incarné par le roi Faisal à l'époque. On rentre dans le nasserisme, et donc pour moi c'était le début de la fin. Enfin, je pense que la fin était déjà inscrite au lendemain de la Constitution de 26, mais c'était le début physique, visible de la fin, quand on commence à donner de l'espace au nasserisme, au bassisme, au militantisme palestinien, et bien sûr l'absence de concorde, la lutte des clans, la traîtrise, aboutit aux accords du Caire. Comme vous le savez, c'est les accords qui ont permis de légiférer la lutte palestinienne sur le territoire libanais. La présence de militants armés palestiniens déstabilise le régime de 1943 et exacerbe les communautés, ce qui déclenche la guerre civile. Donc pour moi, c'était lié. 69, c'était une date importante. La guerre civile ne règle rien finalement, et au lieu d'arriver à un processus qui, comme il s'est passé ailleurs dans le monde, au Cambodge, dans d'autres pays où il y a eu un processus encadré de vérité, de réconciliation, nous sommes arrivés à un pacte, encore un pacte, inspiré de pétrodollars, je dirais, et puis finalement on a transformé les chefs de guerre en ministres, et on a refusé ce processus. Les Nations Unies ont laissé faire cela, et moi à l'époque j'étais étudiant à Paris. Nous étions militants dans un mouvement qui s'appelait le mouvement du citoyen libanais, et on voulait à tout prix avoir une sorte un tribunal de la guerre pour pouvoir justement punir les crimes de guerre qui ont été faits, et puis laisser la place à cette réconciliation nationale. Finalement, un des premiers gestes de la clique qui est arrivée au pouvoir en 90, c'était bien sûr le vote de l'amnistie sur les crimes de guerre. Et donc, évidemment, à partir de là, nous ne sommes plus dans un état de droit, nous sommes dans un état où le citoyen n'existe pas, n'a plus de droit. C'était le droit que ceux qui gouvernaient, et sous le patronage d'un militarisé par la Syrie à l'époque, qui, il faut le rappeler, occupait le Liban jusqu'en 2005,
et puis ensuite le passage au Hezbollah qui fait main basse sur l'appareil de sécurité du pays. Ce qui est terrible, c'est que Rafik Hariri, qui finalement était l'enrichisseur en chef, même s'il voulait construire le pays, finalement il avait un rôle à jouer, et puis 4 membres du Hezbollah l'assassinent en 2005. On ne peut pas passer par-delà ces vérités-là qui sont dures, mais qui sont aujourd'hui reconnues. Et donc depuis 2005, le Liban devient satellite du régime iranien, plus ou moins, c'est-à-dire qu'il contrôle la structure de l'État à travers les présidences, etc. Et puis depuis 2012, l'économie commence à s'effondrer dans une incapacité à réformer, le délitement institutionnel et une impunité quasi totale. Donc finalement, c'est un État captif aujourd'hui, et la société elle-même, quand même, elle a souffert. Et cette souffrance, elle se traduit par un déclin moral, il faut le reconnaître. Cette absence de solidarité, sauf peut-être au niveau vraiment embryonnaire, au niveau des familles, au niveau de... Heureusement qu'elles sont là, mais le citoyen libanais n'a plus de droits et ne peut plus compter sur l'État. Et donc il s'agit d'une urgence à la fois politique et humanitaire. C'est un gouvernement de façade, souvent méprisant. On a vu l'autre jour cette fantaisie du changement d'heure décidée par 2 personnages de la vie politique qui nous gouvernent, sans aucun respect des procédures, etc. Un État régalien qui est inepte, en carence, 30 années de cooptation de la présidence de l'Assemblée par une sorte de coup d'État permanent, une présidence choisie en pratique par la milice du Hezbollah, Parlement est pris en otage. Alors bien sûr, peut-être que là, ça devient de plus en plus compliqué, donc on va voir un peu comment les choses vont évoluer. La justice est complètement travestie, les juges souvent menacés, très souvent instrumentalisés par la politique. Et puis ensuite, ceux qui pensent pour eux-mêmes, qui ont la capacité de jugement, de réflexion, finalement sont assassinés. Des intellectuels, des journalistes, députés, ciblés, assassinés. Donc il y a un assaut permanent sur cette société. La population entière est terrorisée, qu'on l'accepte ou pas, mais je dirais les premiers qui souffrent de cette terreur, je dirais aujourd'hui, c'est la communauté chiite au Liban, parce que ils sont les plus à proximité de cet état de fait. Mais pas que eux, tout le monde. Le pays est ruiné, avec 80% de nouveaux pauvres, un délitement éducatif dangereux, un déclin moral, l'effondrement de la sécurité sociale et un tissu communautaire menacé, alourdi par des millions de réfugiés syriens et palestiniens. Donc, alors c'est difficile après tout ça, en ayant commencé par je dirais un recadrement historique depuis l'Antiquité de l'identité libanaise, difficile, après avoir décrit comment nous avons finalement failli à l'imaginaire que j'ai cité au début de Charles Corm, de pouvoir imaginer à nouveau, s'asseoir ensemble et imaginer comment redonner cette liberté qui a été refusée à la naissance du Grand Liban, et remettre l'homme, l'humain, au centre de notre réflexion politique. Et je pense que dans ce sens, je dirais, comme je cite encore Hannah Arendt, la finalité de toute politique, c'est la dignité humaine, au bout du compte. Et la liberté, bien sûr.
Donc reprendre le chemin de la liberté, je cite Ernest Renan, une nation est donc une grande solidarité constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé, elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible, le consentement. Donc pour revenir un peu au parallèle suisse, on parle de compromis. Il faut avoir un consentement déjà de vivre ensemble, bien sûr. Donc, alors Georges Nakache, il parlait de deux négations qui ne font pas un État, mais finalement, ils ont empêché la nation, ces deux négations, et permis la corruption, le délitement de l'État, et bien sûr, tous les choix qui ont abouti à la guerre civile. Donc plus que jamais, deux éléments naturels et culturels déterminent le Liban. Ils sont immuables, la montagne, le littoral méditerranéen, le fait qu'on soit tourné vers la Méditerranée, on ne peut pas oublier ça. Et des frontières qui sont millénaires. Le choix des Libanais ne pourra s'assumer sans libération. Donc penser liberté sans penser libération, c'est impossible. C'est préalable. Il y a bien sûr, à toute volonté de réforme, il y a un préalable de libérer les Libanais aujourd'hui. Et bien sûr, qui sont otages, donc les communautés otages du fanatisme, de la coercion étatiste, et une époque aujourd'hui qui est caractérisée par un déclin moral inouï. Et bien sûr, l'effondrement de la raison critique. Donc les gens, et j'ai peur pour nos jeunes, qui sont aujourd'hui... dont les parents sont incapables de les garder à l'école, comment on va pouvoir redémarrer quand la raison critique, que ce soit les adultes et même les générations à venir, ne sont pas capables d'en tenir, d'avoir ce raisonnement. Il est temps de repenser communauté, de renforcer le principe de subsidiarité. Donc on a parlé de démocratie directe tout à l'heure. La subsidiarité, c'est tout simplement légiférer au plus près des citoyens, et puis ce qui est impossible à leur niveau le plus proche, à ce moment-là, on peut utiliser des structures au-delà pour légiférer, dans le but d'une société libre, dans sa diversité, de cité vertueuse. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les noms qui sont là, mais pour entrer dans le projet qu'on propose, je pense qu'il est important de reconnaître qu'il y a eu un projet de décentralisation qui a été soumis en 2014, mais commissionné en 2012, dont l'ancien ministre de l'Intérieur était chargé de coordonner, c'est M. Ziad Baroud. Ce comité était composé d'un certain nombre de personnalités. Il s'est réuni à Babda, donc c'était 47 séances de travail au palais présidentiel, et si on regarde bien, c'était un premier pas vers un modèle fédéral. Donc cette idée de décentralisation au sens large. Cela veut dire qu'on ne part pas de rien. Il y a déjà un acquis. Construisons sur un acquis, déjà revoyons le travail qui a été fait, et je vais essayer de faire un petit effort de comparaison avec ce qui pourrait être comme base pour une réflexion autour d'un modèle fédéral. Donc ce que nous on propose, c'est un fédéralisme républicain. Dans la volonté générale, chacun devient son propre bourreau. C'est une citation, encore une fois, de Hannah Arendt, parce que elle n'aimait pas beaucoup Rousseau, je crois. Et c'est dans cet aspect de vouloir identifier une certaine volonté générale qui soit la volonté du peuple entier, qui est complexe et compliquée. Je l'ai cité tout à l'heure, la raison d'être de la politique est la liberté. Son champ d'expérimentation, c'est l'action. Donc nous sommes aujourd'hui dans l'action. Je pense que c'est ça que nous essayons de faire. L'obsession de souveraineté conduit à la tyrannie, on le sait. L'autorité n'est ni coercion, ni persuasion. Donc c'est vraiment un équilibre. Il va falloir qu'on trouve comment personnifier l'autorité morale d'une structure d'État sans
transformer ce pays en un État policier pour préserver la paix, ni le travail infini de vouloir persuader tout un chacun. Donc nous proposons un Parlement fédéral à 2 chambres, renouvelé tous les 4 ans, avec une Assemblée nationale, un Conseil fédéral, et où les élus sont libres et non obligés. C'est-à-dire qu'une fois élus, s'ils sont élus au Conseil fédéral, ils sont libres de vote. Nous refusons l'appellation de canton. Nous pensons qu'une des raisons pour laquelle ce sujet est presque difficile à aborder aujourd'hui au Liban, c'est que les Libanais, finalement, même s'ils reconnaissent ce délitement généralisé, ils n'ont pas envie de se cantonner. Mais il est évident qu'ils ont besoin de se protéger. Donc les communautés, aujourd'hui nous parlons pas que des chrétiens, mais il y a un besoin de protection. Il n'y a pas vraiment un besoin de séparation. Donc pour nous, on appellera ça des unités fédérées, parce que c'est des unités fédérées. On verra après ce qui pourra être acceptable. Les unités fédérées, on les définit ici, elles regroupent un ou plusieurs casas selon les critères de proximité, de liens socioculturels. Donc le projet qui a été lancé en 2012-2014 était basé sur une décentralisation au sens large, sur la base des casas. Dans notre sens, nous pensons, et c'est là qu'on diffère avec peut-être d'autres propositions, c'est qu'il faut en revenir à la consultation populaire, si possible au niveau des communautés municipales, pour identifier comment ces casas voudraient se rassembler, si elles veulent se rassembler, dans le cadre d'unités fédérées plus larges. C'est-à-dire que nous pourrions envisager une fédération de 25 unités fédérées, ou si nous laissons un petit peu aux gens de se consulter, comme il est le cas déjà, parce qu'il y a eu des municipalités qui ont fusionné au Liban, on pourrait identifier des groupements de casas dans le cadre d'unités fédérées. Et le but étant bien sûr de privilégier la concorde nationale et de veiller à une juste représentativité. Et bien sûr, elles devront être confirmées par un processus de consultation populaire.